Priorité au décryptage. Et cette question, la réforme du Code du travail pourra-t-elle vraiment aller à son terme? Le gouvernement assure qu'il ne reculera pas, mais dans la rue, la contestation qui a commencé cette semaine prend de l'ampleur. Evelyne Darcourt. Pas de répit dans cette rentrée sociale. Comme elles ont lieu en ordre dispersé, les mobilisations contre les réformes Macron s'enchaînent. En commençant lundi prochain, le 18, par les routiers CFDT et CFTC contre les ordonnances de la loi travail qui restructurent les branches professionnelles. 3 jours plus tard, le jeudi 21, manifestation dans toute la France à l'appel de la CGT et de Solidaires contre la loi travail. Le samedi 23 septembre, les Insoumis marchent à leur tour. Le 25 septembre, à nouveau les routiers, mais cette fois CGT et FO pour un mouvement qu'ils annoncent musclé. Ça peut être des blocages de raffinerie, des blocages de dépôts alimentaires, des distributions de tracts. Voilà, c'est les syndicats sur place qui décideront ce qu'ils veulent faire. La liste s'allonge avec le 28 septembre, la mobilisation des retraités, en particulier contre la hausse de la CSG. Cette hausse de CSG ainsi que les suppressions de postes et le gel des rémunérations préoccupent également les fonctionnaires. Tous les syndicats de la fonction publique appellent à la mobilisation le 10 octobre. La question centrale est vraiment celle du pouvoir d'achat avec les mesures qui se sont accumulées. C'est une journée qui est organisée pour vraiment être entendue du gouvernement et peser sur ses décisions. À l'annonce de ces mobilisations, le Premier ministre a redit qu'il respectait le droit de grève, mais qu'il fallait respecter également, selon lui, celui des électeurs qui ont voté pour un programme de réforme. Notre politique, c'est de réparer le pays et de le faire repartir. Encore une fois, je pense que nous avons beaucoup plus besoin de mouvements que de blocage. Les ordonnances qui réforment le Code du travail seront présentées en Conseil des ministres le vendredi 22 septembre. Alors les syndicats viendront-ils à bout de la loi travail? On va essayer de décrypter la situation avec vous, Michel Vivorca. Bonjour, sociologue, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Jean Grosset, bonjour, directeur de l'Observatoire du dialogue social de la Fondation Jean Jaurès. Et Sophie Fay, chef du service économie à l'Obs. D'abord, Jean Grosset, vous qui êtes un spécialiste du dialogue social, la situation qu'on vient de décrire avec des mobilisations dans la rue contre des réformes proposées par un gouvernement, Jean-Pierre, on a presque un sentiment de lassitude. Il fonctionne comme ça, notre dialogue social en France? Le dialogue social ne fonctionne pas comme ça sur tout, parce que si on a le temps d'en parler, il y a d'excellentes réalisations en termes de dialogue social. Il y a eu des accords, d'ailleurs, souvent, sur le plan interprofessionnel, qui ont abouti à des lois positives. Là, il y a un désaccord sur un sujet précis qui s'appelle les ordonnances sur une réforme du droit du travail. Alors, à partir de là, vous avez listé, d'ailleurs, une série de mouvements dont celui des fonctionnaires n'est pas exactement le même. Hein, parce que sinon, on peut... Si il y a une agrégation de motivation. Je ne sais pas, mais il y a, voilà, bon. L'argument développé par le Premier ministre, un argument réel, c'est que le président de la République actuelle s'est fait élire sur une feuille de route qui était celle de ses ordonnances. Bien. Après, quand on regarde, moi je ne défends pas tel ou tel syndicat, je dirige un observatoire. Quand on observe, on essaie d'observer, on se rend compte que tous les syndicats actuels ont choisi peut-être des formes d'action différentes, mais considèrent qu'il faudrait pour les uns retirer complètement cette loi travail, et pour d'autres qu'il faudrait la modifier. J'ai écouté les syndicats qui ont choisi plutôt de négocier. Ils sont d'ailleurs actuellement sur l'objectif de modifier les décrets d'application contre certaines choses qui leur déplaisent, notamment le dialogue social dans les entreprises à partir de la fusion des institutions représentatives. Quelle différence entre les syndicats qui sont dans la rue et ceux qui ont dit on va essayer de discuter et d'améliorer les choses? Oui, il y a cette différence qui existe. Après, comment dire, on se rend compte quand même que l'ensemble des syndicats ont des reproches à faire à cette forme de loi travail. Alors après, sur la loi travail. C'est l'objet de la deuxième partie sur arriveront-ils à faire bouger ou pas les décrets. Mais voilà. Sophie Fay, est-ce que tous les ingrédients d'un blocage sont réunis ou pas? Tous les ingrédients, non. Alors on sait que les fédérations de transporteurs, c'est une des professions dans lesquelles le taux de syndicalisation est le plus fort et où ils sont le plus susceptibles de se mobiliser. Mais est-ce qu'il y aura un blocage plus fort que celui qu'on a vu pour la loi El Khomri? Ça n'est pas du tout certain. Et puis je crois que le gouvernement regarde ça avec une certaine placidité parce qu'il voulait aussi qu'on voit que les réformes qu'ils font ne sont pas des réformes mineures, que ce sont des réformes réelles, alors qu'une grande partie de la modification du droit du travail qui est en cours a déjà été préparée par la précédente loi. Donc on montre comme ça à tous nos partenaires européens que c'est une vraie réforme du marché du travail. Je tire votre explication un peu loin, mais Michel Vivorca, est-ce que ça veut dire
qu'on ne peut pas faire de grandes réformes sans une grande mobilisation dans la rue. Finalement, ça les dévaloriserait presque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu l'organisation du pouvoir, c'est-à-dire un Parlement qui fait ce que lui demande le pouvoir sans beaucoup discuter, vu l'organisation actuelle, vu le contexte politique aussi, c'est vrai que les seules expressions de refus passent par la rue. Mais vous avez eu d'énormes réformes qui se sont jouées uniquement au Parlement. J'en donne un exemple qui est très connu. Quand Robert Badinter a demandé l'abolition de la peine de mort, ça s'est passé au Parlement. Il y avait eu beaucoup de discussions avant, avec les églises, avec les francs-maçons, avec toutes sortes de groupes, mais il n'empêche. Donc ici, on est dans un contexte politique qui, c'est vrai, rend le rôle du Parlement secondaire, et par conséquent, les syndicats cherchent d'autres façons de discuter. Je voudrais ajouter une remarque, c'est qu'il n'y a pas d'un côté la rue et d'un autre côté la discussion. La CGT a discuté, Force ouvrière a discuté. Donc des gens vont dans la rue. Il y a plusieurs modes d'intervention syndicale. Ça va depuis ce qu'on appelle la rue jusqu'à pression auprès de parlementaires, auprès de ministres, discussion. Il y a tout un répertoire d'actions possibles pour le syndicalisme. Alors la question qu'on peut se poser, c'est effectivement ce que représente, quel est le rôle exact de ces syndicats. Je voudrais qu'on reprenne un chiffre, c'est l'évolution du nombre de salariés syndiqués en France. On va voir qu'il est en chute drastique, ce nombre de syndiqués. Si on prend entre 1983 et 2013, moins 600 000 salariés syndiqués, alors que le nombre de salariés en France, il a augmenté de plus de 500 000. Comment on explique ce décalage ? Oui. Pourquoi ? Alors, il y a un autre phénomène derrière ça aussi qui est inquiétant, c'est le vieillissement des salariés syndiqués et des salariés actifs dans les syndicats. Et donc, on voit bien que chez les jeunes, chez les plus jeunes, il y a un attrait pour les syndicats qui est beaucoup moins fort. Il y a une deuxième chose, c'est qu'on voit que les plus syndiqués sont les salariés qui sont aujourd'hui dans des contrats stables, qui sont en CDI, et que chez les salariés en CDD, les intérimaires, le taux de syndicalisation est pratiquement nul. Alors, pourquoi ? On a une situation en France qui est très différente de celle de certains autres pays d'Europe où on voit des taux de syndicalisation très élevés. C'est-à-dire que qu'on soit syndiqué ou pas, on profite de tous les avantages que les syndicats négocient pour nous, de l'assurance chômage, quand ils négocient dans l'entreprise pour améliorer les conditions de la mutuelle, tous les salariés en bénéficient, qu'ils soient ou non adhérents à un syndicat. Et donc ils travaillent pour nous. On s'intéresse moins aux syndicats, fondamentalement. Qu'est-ce qui a changé ? C'est un sujet qui mérite un peu de temps, mais bon, on va essayer d'aller vite quand même. D'abord, depuis quelques années, depuis une modification un jargon qu'on appelle des règles de représentativité, c'est-à-dire comment les syndicats sont-ils légitimes ? Sont-ils légitimes à partir de l'élection des salariés, ce qui se fait depuis 2008, ou sont-ils légitimes à partir d'un décret qui a été fait dans les années 50, 60 ? Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que on s'est rendu compte, chiffre d'Arès, qui est une structure assez sérieuse, que depuis quelques années, le syndicalisme français était repassé de 8 points à 11 points. C'est petit, mais c'est quand même quelque chose. Deuxième chose, certaines organisations syndicales, progressent de façon très importante. Troisième chose, dans les votes qui déterminent la représentativité dans le privé, dans ces votes, vous avez une progression à nouveau importante, c'est-à-dire que dans les élections, dans les entreprises, on vote plus que dans les dernières élections prud'homales. Donc, il y a eu une chute due à plusieurs choses. Un, d'abord, une modification complète de l'appareil de production. Vous n'avez plus des immenses entreprises où on se syndique, mais une multitude de sites éclatés. Le syndicalisme français a mis du temps à s'adapter à ça. Mais je crois, pour un certain nombre d'organisations, qu'il est parti à nouveau vers s'y adapter. Michel Vivorca, juste avant de vous donner la parole, on évoquait les autres pays européens. Je voudrais qu'on fasse effectivement ce comparatif parce qu'il est intéressant de regarder comment on est syndiqué dans les autres pays européens. C'est évidemment beaucoup plus que chez nous. Si on prend la Finlande, 7 salariés sur 10, la Belgique, 5 sur 10, la France, 1 sur 10. Michel Vivorca, c'est quoi une exception française ? Quel problème on a avec les syndicats en France ? Alors, je ne connais pas la Finlande, mais je connais la Belgique. En Belgique, si vous voulez accéder à certains services, certaines prestations, il faut que vous soyez syndiqué. Par conséquent, le syndicat est le passage obligé d'un certain nombre de possibilités d'exister, tout simplement. Donc évidemment, les gens se syndiquent beaucoup plus. C'est un premier point. Deuxièmement, je pense qu'en France, nous souffrons de quelque chose qui est très ancien. J'ai envie de dire 1906. Les spécialistes de l'histoire sociale connaissent bien. C'est la charte d'Amiens. Vous avez le congrès de la CGT, qui à l'époque est le grand syndicat,
et sur un coin de table au buffet de la gare, 2 ou 3 dirigeants sont réunis et écrivent un texte qui va être appelé la charte d'Amiens. Et ce texte dit clairement, le syndicalisme doit être au plus loin de la politique, ne doit avoir aucun lien avec les partis politiques. C'est l'époque de l'anarcho-syndicalisme. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui encore, le syndicalisme français, comment dirais-je, est faible par rapport à d'autres, parce qu'il a toujours voulu maintenir cette distance par rapport à un modèle de type social-démocrate, c'est-à-dire un modèle où le parti politique prolonge en quelque sorte la vie syndicale. Et donc, je crois que c'est un élément très important. Mais Jean a raison d'insister sur un point. Oui, les chiffres sont bas en France, mais ils ne sont pas en chute libre. Ça remonte un tout petit peu, parce que le syndicalisme, c'est des gens qui sont syndiqués, qui payent pour une carte, mais c'est aussi des gens qui votent simplement pour un syndicat à un moment ou un autre, souvent, mais qui n'ont pas la pardon, mais on a souvent l'impression aussi que le syndicalisme en France, c'est des histoires de corporation, de corporatisme, mais qu'il ne représente pas l'ensemble des salariés français. Excusez-moi, mais dans l'origine syndicale, ce n'est pas un gros mot, ni une chose, une démarche, une basse démarche. La corporation, c'est le métier. Donc, mais est-ce que ça quand vous visitez enlève la Bourse pas du Travail de Paris, une part générale? Est-ce que ça n'enlève pas un effet d'entraînement collectif? Alors, pardon. Sophie Fay, Michel. Bon, je veux dire un mot. Non, ce qu'on voit, c'est qu'en France, on a une chance. Les salariés ont une chance incroyable, c'est que 93% des accords qui sont négociés par les syndicats au niveau des branches professionnelles s'appliquent à tous les salariés, sont étendus à tout le monde. Alors que dans les autres pays, ce qu'on voit, c'est que si vous voulez que la convention collective vous profite, il faut adhérer au syndicat. Si vous voulez bénéficier de l'assurance chômage, il faut adhérer au syndicat. En France, on a cette chance, on est un peu, on ignore le bonheur qu'on a d'être représenté par des syndicats qui sont quand même assez forts. On voit leurs démonstrations dans la rue, on voit leur implication, on voit que le gouvernement les écoute quand il fait des ordonnances, alors qu'on n'a pas besoin. Enfin, on a le sentiment comme salarié que c'est pas la peine de se mobiliser, qu'ils seront toujours là. Sauf que c'est pas vrai. Ils seront pas toujours là si à un moment donné on ne se mobilise pas. Et surtout dans l'entreprise, on peut choisir quel syndicat on veut. On a quand même une offre assez variée. Et ce que Jean disait, c'est qu'il y a des syndicats qui sont en train de progresser comme la CFDT parce qu'ils ont choisi dans l'entreprise d'être plus réformistes, d'accompagner certains accords, et qui sont en train de gagner un peu de terrain, mais un petit peu, ils ne sont pas très soutenus. On va poursuivre la discussion avec les questions que les téléspectateurs nous ont envoyées pendant nos échanges. Première question de téléspectateur qui nous a été envoyée durant l'émission. On va la découvrir. Une question qui a été envoyée par Twitter. Pourquoi n'existe-t-il pas un syndicat unique? Réponse courte. Il y a eu des périodes où les syndicats ont pratiquement fusionné, 36 d'une certaine façon. Et puis il y a des moments où ça se fractionne. Par exemple, le communisme a fait qu'on restait communiste et on était à la CGT après la Seconde Guerre mondiale, où on était anti-communiste et on était d'extrême gauche ou d'extrême droite ou centriste, mais anti-communiste, on allait à Force ouvrière. Donc il y a des traditions, il y a des traditions religieuses. La CFDT, c'est la déconfessionnalisation d'un syndicalisme chrétien, etc. Il y a des histoires différentes, des moments où ça se rapproche, mais la convergence n'est pas possible. Les orientations sont opposées. D'imaginer un syndicat unique. On va prendre une deuxième question de téléspectateur qui nous a été envoyée par Twitter également. Les syndicats sont-ils politisés? Jean Grosset. Non, sur le fond. D'ailleurs, chacun dit qu'ils sont indépendants. Non, sur le fond, mais la question est la suivante. Quand on intervient dans la transformation de la société à partir des questions sociales, congé, pas congé, droit au licenciement, pas droit au licenciement, on fait de la politique. Donc, et quelquefois d'ailleurs, sur les questions des libertés, les syndicats ont leur mot à dire. Si vous avez un système qui n'est plus d'un système démocratique, il n'y a plus de liberté de réunion, plus de liberté syndicale. Donc non, ils ne sont pas politisés. On pourrait approcher de temps en temps aux syndicats de ne pas suffisamment être près du terrain. C'est quelquefois pour ça que cette question est posée sous cette forme. Mais politisés, non, ils ont voix au chapitre. Et d'ailleurs, dans la Constitution française, on a le droit de se syndiquer et le droit, y compris, de revendiquer et de faire grève. Merci beaucoup à vous trois d'être venus nous éclairer pour comprendre la situation actuelle. Et évidemment, on va continuer à en parler sur BFM TV avec la semaine de mobilisation sociale qui s'annonce dans un instant dans Priorité au décryptage où on s'interrogera sur l'état d'urgence. Pourra-t-il vraiment être levé début novembre comme le veut le gouvernement après l'attaque hier dans le métro de Londres ou encore l'agression d'un militaire de la force Sentinelle dans le métro parisien hier? On en débat dans un instant.